Et donc, on démarre avec Alain Gétraud. Salut Alain. Bonjour Stéphane. Donc c'est alors en fait d'ailleurs je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'était un papier des Échos à la fin janvier qui s'appuyait sur ce qu'on va raconter, c'est-à-dire la signature d'un accord avec le constructeur de trains espagnol qui s'appelle Talgo. Et donc, mais vous allez me raconter un peu tout ça, mais qui faisait le point sur finalement un certain nombre d'entrepreneurs. Vous êtes une demi-douzaine là, à vous dire, est-ce que, quand je faisais dans le sommaire le parallèle avec les compagnies aériennes, vous ne voulez faire rien d'autre que de créer une compagnie ferroviaire aujourd'hui, c'est ça, Alain, le truc? Alors tout à fait, Stéphane, votre analogie est bonne entre le monde de l'aérien et le monde du ferroviaire. Le monde du ferroviaire s'ouvre bien sûr après le monde de l'aérien, mais finalement on retrouve des similitudes. Il y avait des opérateurs macro, des opérateurs européens, des opérateurs historiques. Le marché s'est ouvert de par l'évolution des textes et de la législation. Et donc, ça laisse de nouvelles opportunités entrepreneuriales pour offrir de nouveaux services. Il y a un moment qu'il est ouvert, le marché. Alors, sur le fret, oui, mais sur sur le transport de voyageurs, voilà, c'est récent sur le transport de voyageurs, et en particulier sur la grande vitesse, finalement, c'est assez récent, décembre 2020, dans les textes. Ah ouais. Donc, désolé, on n'a pas pu être là. Ah ouais, non mais voilà, parce que en fait, c'est là où j'avais du mal à percuter. Ah, c'est simplement un frein réglementaire et vous êtes les premiers à profiter d'une ultime libéralisation. Exactement, le 4e paquet ferroviaire. Quatrième paquet ferroviaire européen. Voilà, qui permet cette ouverture du marché sur ce qu'on appelle l'open access, le service librement organisé pour des trains privés sur le marché voyageurs et sur le marché de la grande vitesse. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand on parlait de concurrence, finalement, on avait d'un côté la Deutsche Bahn, de l'autre côté Trenitalia, c'est Renfe, les chemins de fer espagnols, mais c'était les compagnies nationales. Et on voyait pas, en fait, enfin, moi, j'avais pas dans mon mindset l'idée d'entrepreneurs privés qui se lancent là-dessus. Oui, alors c'est vrai que c'est un monde des grands. Alors vous avez dit une demi-douzaine d'entrepreneurs, on est moins que ça en réalité. Ah ouais, c'est vrai. D'entrepreneurs et d'entreprises de génération spontanée ou de jeunes pousses, si on nous appelle comme ça, ou de start-up. Non, pas start-up. Voilà. Non, pitié, non, ça suffit. Non, parce qu'on va le raconter. Vous réinventez rien. Votre sujet, c'est pas de créer le train de l'an 2050. Non, c'est de faire rouler des trains à des endroits où ils roulent pas. Alors, on regarde souvent le sujet par le biais de l'infrastructure, mais il ne faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. Il faut des rails comme service. Voilà, oui, il ne faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. À la différence des compagnies aériennes, il vous faut des rails. Alors, il nous faut des rails, mais l'infrastructure existe, et je vous en dirai peut-être un peu plus juste après. Effectivement, il faut de l'infrastructure, mais elle existe. La France est plutôt bien équipée en infrastructure ferroviaire. Il y a un bon réseau qui est assez dense. Et puis, on est particulièrement bien doté en infrastructure ferroviaire grande vitesse. Et puis, il y a des territoires qui sont encore mieux dotés que d'autres. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut être habile et offrir une nouvelle offre de services, une nouvelle gamme de services. Combien il faut pour... on va parler d'ailleurs du financement et de la façon dont vous voulez aujourd'hui les particuliers deviennent actionnaires de votre entreprise, de Le Train. Comment est-ce que... Enfin, ça coûte combien? Donc, 10 rames de train que vous avez acheté, donc grande vitesse, effectivement, je ne l'ai pas encore dit, vous en parlez. 10 rames de train que vous avez acheté à Talgo, livraison début 2025. Combien ça coûte? Alors, c'est des assets lourds, c'est des montants importants. Il faut comparer avec le monde de l'aérien. On achète une dizaine de rames, c'est un montant supérieur à 300 millions d'euros d'investissement sur de l'asset. Voilà. Ah, je voyais pas ça comme ça. Ah oui, c'est un gros Boeing. C'est un gros Boeing, et puis en plus, quand vous achetez les trains, il faut quand même acheter des stocks de pièces de rechange pour tenir les premiers tours de roue, donc vous achetez un volume d'investissement. Voilà, Mais c'est ça votre contrat avec Talgo d'ailleurs, vous achetez pas seulement les 10 rames, vous achetez l'entretien, l'idée d'une maintenance sur le long terme. Oui, exactement. Quand vous signez un contrat avec votre constructeur, c'est pas uniquement un contrat de prestation, c'est un partenariat. Vous allez être dans une relation durable. Il y a l'acquisition des rames, d'une première partie de flotte, et puis il y a sa maintenance. En général, on contracte pour une trentaine d'années avec des clauses de révision. C'est dingue. 10 rames, ça fait quoi? 10 rames, c'est 10 wagons? Alors, non, 10 rames, c'est 10 trains complets. 10 trains complets, combien de wagons? Une douzaine, 11-12 wagons. Les trains Talgo sont un peu plus courts que le matériel d'autres constructeurs. Avec les locomotives? Avec les locomotives. Grande vitesse. Grande vitesse, voilà. Une rame est un monolithe, on peut en assembler deux, l'une derrière l'autre, et composer ce qu'on appelle des unités mixtes.
Et, et vous allez faire rouler ça. Donc l'idée, c'est 5 lignes grande vitesse, hein, c'est ça le projet, dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire, Oui, Centre-Val de Loire, Centre-Val de Loire. Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Alors, finalement, dire 2 mots sur le concept. Nous, on vient sur un marché qui est complémentaire à celui de l'opérateur historique, à celui de la SNCF. Ouais. Alors, bien sûr, avec une nouvelle offre, une nouvelle expérience voyageur, on va peut-être en parler un peu plus, mais notre marché, c'est ce qu'on appelle le marché de l'intersecteur, c'est-à-dire finalement les liaisons intra- et interrégionales. Et comme je vous l'ai dit, le réseau est plutôt bien équipé en France, alors même si c'est un réseau plutôt en étoile, mais en étant habile, en mettant de l'ingénierie là-dedans, on arrive à utiliser les infrastructures existantes et à réduire les temps de parcours et surtout à éviter les ruptures de charge et donc à avoir des trajets de bout en bout sans avoir besoin de correspondance. 50 trains quotidiens. Ouais, 50 liaisons quotidiennes. Il y a une surface minimum Entre de marché. Combien de points Alors, 11 villes. 11 villes. Voilà, Vous avez ciblé. 11 destinations. Des villes importantes, Nantes, Rennes, Tours, Bordeaux. Des villes intermédiaires, Angoulême, Angers, mais qui ne sont pas très loin de grandes villes. Ouais, On tout peut à fait. inventer du commuteur. 3 millions de passagers par an. Alors, dites-moi un peu l'histoire du service, puisque vous insistez beaucoup là-dessus. C'est quoi, en quoi est-ce que vous apportez une révolution de service ? Alors, révolution, c'est ambitieux, mais en tout cas, on s'y attelle. On apporte du service. Je devrais commencer par là. On a déjà, ce qu'on souhaite bâtir, c'est une relation client et une expérience voyageur qui nous distingue forcément. À l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien, à l'instar de ce qui se passe également en Europe, dans d'autres pays, puisque finalement la France arrive un petit peu en retard sur cette ouverture de marché. Les Italiens ont commencé avant nous. L'Espagne a été un terreau important de l'ouverture à la concurrence. C'est vrai ? L'expérimentation. Oui, vraiment. En Espagne, vous avez 3-4 compagnies qui se disputent le marché actuellement. En plus de l'opérateur. Mais attention, Alain, parce qu'il ne dit pas à l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien. Ce qui s'est passé dans l'aérien, c'est l'émergence du low cost. Je ne sais pas si... alors, et en plus, les gens ne comprennent pas bien que s'ils payent moins cher, c'est quand même forcément qu'à un moment, il faut quelque part, je ne vais pas dire dégrader le service, mais on va dire l'optimiser, pour parler comme Michael O'Leary. Voilà. Mais en tout cas, dans le ressenti que peuvent avoir les voyageurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient absolument ravis de la qualité de service du low cost. Voilà. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. On retient vas-y. surtout l'offre low cost parce que c'est elle qui a pris une dimension importante dans l'évolution et l'aérien, mais finalement, il s'est fait jour d'autres compagnies un peu plus spécialisées sur certaines liaisons, c'est vrai. Voire plutôt du haut de gamme. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Quelques-unes du Golfe, par exemple. Ouais. Ah oui, mais celles-là, non, les compagnies du Golfe, c'est pas des compagnies d'entrepreneurs. Elles sont multi-sponsorisées par des États qui en font des avantages concurrentiels économiques. Tout à fait. Non. Moi, je vous parle de service. Alors, nous, on n'est pas dans le low cost. Je préfère le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour des acteurs low cost. Il y en a. La preuve, Ouigo est un acteur low cost. SNCF. Oui, mais ça aurait pu être un acteur privé. Et puis d'ailleurs, SNCF sera peut-être concurrencée sur ce marché du low cost. D'accord. D'ailleurs, la SNCF, je suis remarqué, ne se prive pas, au travers de Ouigo, d'aller concurrencer son homologue espagnol, la Renfe, qui elle-même a dû créer un acteur low cost pour venir en frontal sur ce marché du low cost. D'accord. Nous, notre positionnement, c'est pas celui-là. C'est une offre de service plutôt bien positionnée en termes de qualité de service, mais avec les prix les plus performants possibles. Nous, on joue sur la fréquence. C'est un paramètre important dans notre offre de service, et les temps de parcours, sans rupture de charge. Voilà. Et puis, bien sûr, des services complémentaires. Alors, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, parce qu'il faudra en regarder un peu pour le teasing, mais on embarque du vélo, par exemple. 40 places vélo dans le train, sans avoir besoin de le plier, sans avoir besoin de l'emballer. Tous les trains ? Tous les trains. Tous les trains et notre matériel. Parce que la SNCF aussi, elle vous dit qu'elle embarque les vélos, hein, mais il vaut mieux réserver 3 mois avant si vous êtes sûr d'avoir une place. Alors moi, je préfère le dire clairement, je ne suis pas là pour juger l'offre SNCF. Hein. Oui, mais alors c'est ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Parce que je me disais, l'autre logique qui m'intéressait, c'était les télécoms. Et où finalement, l'ouverture à la concurrence, Orange avait de tels coûts de structure, de tels frais de personnel, c'était tellement lourd que ça a été simplissime de défoncer Orange. Voilà, on va le dire comme ça, jusqu'à ce qu'ils se rétablissent et qu'ils réagissent. Et la SNCF, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle souffre endémiquement de coûts de structure qui sont colossaux, mais c'est pas là-dessus que vous allez vous battre. Vous n'allez pas vous battre sur les tarifs contre la SNCF. Alors, déjà, ce qui doit être assez simple, je pense, quand même. Alors, c'est pas si simple que ça, quand même, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au modèle de l'aérien, nos charges d'infrastructure sont très élevées. Nos charges d'infrastructure, c'est-à-dire la redevance de circulation sur le réseau,
plus le toucher de quai en gare, etc., c'est environ 60% de notre structure de coût. 60 à 70% de notre structure de coût. Oui, dans l'aérien, c'est 7 à 13%. Donc, ouais. finalement, le modèle est complètement différent. Mais on va quand même se battre là-dessus. Et là encore, nous, c'est beaucoup plus facile. On réécrit l'histoire à partir de zéro. La SNCF, elle opère un service, elle vit avec son histoire. Donc forcément, on se bat aussi sur là où on peut se battre, c'est-à-dire sur nos coûts de structure et sur la performance de notre appareil de production. 300 millions d'euros, vous les avez ? Oui. Ouais, ah oui, vous les avez. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a de gros investisseurs qui marchent avec vous et qui décident de tenter ce pari. Oui, alors je ne vais pas vous dire que c'est forcément facile et que c'est une promenade de santé, et c'est un chemin long, mais je pense qu'il n'y a aucune entreprise ou aucun entrepreneur qui ne fait pas un effort et qui ne doit pas se battre pour financer son entreprise. Non, mais qui démarre avec 300 millions d'euros de capex, il n'y en a pas beaucoup quand même. Oui, alors il faut plus que ça, Stéphane, parce qu'en fait, il faut de l'argent bien sûr pour l'asset, mais il faut de l'argent aussi pour le corporate. Nous, vous voyez ici, c'est à peu près 100 fois moins, quoi. Vous voyez, donc on est un peu plus tranquille. Ouais, alors il faut de l'argent sur l'asset, c'est ce que je veux dire, il faut aussi de l'argent sur le corporate, parce que bien sûr, il faut de l'ingénierie, il faut bâtir un programme commercial, industriel, il faut former, il faut recruter, il faut structurer une entreprise, donc il faut aussi quelques millions sur le corporate. Et il y a le personnel disponible, les conducteurs de train aujourd'hui, il y en a qui sont disponibles pour venir bosser avec vous ? Alors, il y en aurait, et on a énormément de demandes. D'ailleurs, on a énormément de demandes sur tous les métiers. Ah ouais ? Énormément de candidatures spontanées, et je peux que m'en féliciter. Ça veut dire que l'entreprise est attractive. Ça veut dire que ça fait sens. L'idée n'est pas de dépoiler si vous me pardonnez l'expression. La SNCF ? Alors, la SNCF, la filière. Ouais. L'idée, c'est de contribuer quand même à la filière. Bah bien sûr. Il faut comprendre que il y a un effet d'induction, c'est-à-dire plus on sera nombreux, alors pas trop nombreux, mais plus il y aura un effet d'induction parce que plus d'offres, donc plus de gens qui voyagent en train, bien sûr, plus d'interactions entre les acteurs, et puis aussi un génie des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a même des parcours qu'on n'aura sûrement pas imaginés, mais que le voyageur, lui, va imaginer. Et donc l'idée n'est pas du tout d'affaiblir ou d'amoindrir la filière, c'est plutôt de l'enrichir et donc de former le personnel. Donc nous, on s'est doté très tôt de l'appareil de formation, donc on forme notre personnel, on forme les conducteurs, qu'ils soient complètement novices ou qu'ils aient déjà une licence de conducteur. Vous les formez là, aujourd'hui, sachant que vos trains, ils rouleront en 2025, c'est ça, on est d'accord, hein. Les former, c'est déjà détenir l'appareil de production, consolider un noyau de conducteurs, ne serait-ce que pour en faire des moniteurs, former les gens sur simulateur, soit pour des compléments de formation, soit pour une formation initiale, et puis compléter sur du matériel roulant in vivo, quoi. C'est ça, 2025. Ouais. Alors 2025 avec du matériel neuf, vous ne m'avez pas posé la question. Bah si, mais parce que vous achetez 10 rames, heureusement que vous ne les achetez pas d'occasion. C'était une hypothèse. Ah ouais, bah oui, en le disant d'ailleurs, j'y ai pensé. Ouais. C'était une hypothèse et ça reste intelligent, ça aurait été intelligent pour arriver plus vite sur le marché ou pour compléter le matériel neuf. Vous avez parlé de refit sur d'autres sujets, je vous ai entendu sur la filière hydrogène. Du refit dans le monde du ferroviaire, ça peut être intelligent. Donc c'est des sujets qu'on a travaillés. Bon, l'acquisition peut être un peu longue, un peu lourde, un peu compliquée. Confier son destin uniquement à du matériel d'occasion, on a préféré accélérer notre processus d'acquisition de matériel. Oui, et puis il y a un sujet de crédibilité. Enfin, forcément, il va y avoir... Forcément, enfin c'est nouveau, quoi. Voilà. Donc je trouve l'aventure incroyable. Je vous le dis très franchement, c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est sûr que ceux qui vont monter dans le train, je pense que vos premiers clients, ça va largement les rassurer de voir que c'est du matériel neuf, quoi. Enfin, oui, alors du matériel neuf. Même si le train est extrêmement sûr comme moyen de transport. Tout à fait. Et puis on serait passé par des phases industrielles de régénération, bien sûr, aménagement des espaces. Mais effectivement, un matériel neuf, il est fiable, il va durer longtemps. Et puis il y a une expérience voyageur qui a été construite, qui a été bâtie pour un programme, pour une offre spécifique. Eh bien, écoutez, c'est formidable tout ça. Merci. Et par rapport à vos petits concurrents, par rapport à ceux qui se lancent en même temps que vous, il y a, même s'il ne se fait pas, vous n'êtes pas mis autour d'une table pour vous partager la carte de France, mais c'est dans des régions différentes finalement que les initiatives se lancent. Ou cette région-là, Grand Ouest, comme vous le dites, qui est effectivement une région de forte attractivité, beaucoup de déplacements, etc., est particulièrement intéressante pour vous ? Alors, effectivement, ce n'est pas le hasard si on a démarré dans le Grand Ouest. Pour revenir aux autres projets, aux autres initiatives, elles sont moins sur des segments géographiques différents que plutôt sur des modèles ou sur des offres différentes. Par exemple, il peut y avoir des offres qui sont plus liées à du commuteur. Il peut y avoir des offres qui ne sont pas du tout grande vitesse et qui sont plus sur du service librement organisé, de l'open access. Ouais.
plus sur une dimension régionale. C'est ça, exactement. D'équilibre du territoire, enfin, qui pourrait être assimilé à des trains d'équilibre du territoire. Sur la grande vitesse, j'ai envie de vous dire, nos principales concurrents, c'est plutôt les majors du marché en Europe, c'est-à-dire Trenitalia France, la Renfe, mais eux aussi, ils débutent. Enfin, ils arrivent à peine sur le marché. Si vous avez suivi l'aventure Trenitalia, ils ont mis longtemps à pénétrer le marché. Et puis Renfe a annoncé un début de service en France, mais enfin, les trains n'ont pas commencé à circuler aujourd'hui. Donc c'est une compétition, c'est une course. J'ai envie de vous dire, forcément, quand on est petit et qu'on vient de naître, c'est complexe. On n'a pas la même assise qu'un grand groupe, mais enfin, ça doit ni démotiver l'intention et ça ne nous rend pas moins bons ou forcément moins performants pour pénétrer le marché. Je pense même le contraire, si vous voulez. Mais donc... Nous aussi. Ça fait 20 ans que je pense le contraire. Nous aussi. Ouais. Ce qui est important... Un mot, Alain ? Ouais, encore un mot ? Non, je vous en prie. Tu disais ce qui est important ? Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a des initiatives, et c'est intéressant parce que ça fait évoluer, bien sûr, les offres potentielles. Ensuite, c'est des temps qui sont longs et surtout une énergie et de l'investissement lourd. Donc, je pense qu'il faut distinguer les projets qui sont encore en intention et puis ceux qui se consolident au travers d'assets et d'investissements. Ah bah oui. Parce que forcément, les calendriers ne sont pas tout à fait... Ah bah ça c'est clair. Moi, si vous êtes là, c'est la commande de 10 rames de train. Là, c'est... Voilà. On est sur du lourd. 300 millions. Merci Alain. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt. On verra comment tout ça se passe. Et donc, on parle d'hydrogène.